Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, le middle, en ce mercredi. Nous fêtons 2 anniversaires aujourd'hui. Le premier anniversaire, c'est celui de Christian Ponty. On ose dire le chiffre, Christian ? Ouais, mais je suis dyslexique, mais 55, c'est dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Pour une fois que quelque chose est simple avec lui. Hein. 55 ans pour Christian Ponty. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ça nous fait plaisir de vous retrouver dans ces circonstances ô combien particulières, alors qu'il vient de prendre un coup de vieux d'un coup. Lui, il est déjà vieux depuis un moment. La preuve, c'est qu'il joue avec les plus de 50 en championnat du monde de hockey inline. C'est Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir et encore bon anniversaire à Christian. Bah alors oui. moi je suis Merci les gars. les plus de 38, vous savez, c'est les masters, les plus de 45 c'est les vétérans, les plus de 50 c'est les légendes et les plus de 55 ça n'existe pas. Donc et moi je suis encore plus haut, moi, je suis la catégorie fossile. C'est les Hall of Fame. Hall of Fame, exactement. Et je disais donc double anniversaire parce que si on a les 55 ans de Ponty, on a la 50e édition de cette émission. Ça fait un moment qu'on vous en parle. Et il y aura un grand moment d'ici quelques minutes, puisque il aime se lancer des challenges. La pression. Laurent Perroton aime se lancer des challenges, et il vous a dit qu'il nous ferait un rap à l'occasion de cette émission. C'est aussi ça, hein, cette émission qui se veut un petit peu plus légère que certaines autres. On peut être très sérieux, on peut être très critique, mais on peut également bien se marrer. D'ailleurs, on se marre bien, 3 fois par semaine. C'est le but. Voilà, le but exactement. d'être dans la passion et puis de prendre du plaisir. Exactement. Et donc, je vous rappelle qu'on se retrouve tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 18h avec plusieurs rediffusions sur Planète Hockey la radio et puis également sur notre chaîne Planète Hockey YouTube. Nous sommes aux têtes de course, le Bike and Coffee de Nyon. C'est notre endroit, c'est notre stam. On s'y retrouve très régulièrement. De temps en temps, on leur fait une petite infidélité. Il ne manque pas d'ailleurs de nous la rappeler, celle-là. Mais enfin bref, venez nous rejoindre aussi si vous avez la possibilité. Ça peut être très, très sympa de vous rencontrer également. On vous donnera peut-être un planning de nos présences pour que l'on puisse discuter d'ici la fin de la saison pour refaire peut-être tous ensemble la saison. Alors, messieurs, on va débuter. Toujours la question traditionnelle. S'il y a un événement, Christian, que vous avez retenu, on vous laisse la priorité aujourd'hui puisque c'est votre anniversaire. Un événement. Il y en a plusieurs, mais dans les faits marquants, moi déjà, c'est un truc un peu rude, c'est l'histoire de Antti Tuomanen. Ça me fait vraiment, ça me peine beaucoup. Et puis, mais en même temps, j'ai envie de dire, ils sont tellement incroyables à Bienne. Il est tellement incroyable que il est capable d'en faire une force. Parce que je pense que son discours va avoir un impact incroyable. La bonne nouvelle pour lui, c'est que Steinegger va l'assister. Et puis Steinegger, c'est un homme très important aussi du côté de Bienne. Mais en tout cas, une grosse pensée pour Tuomanen, ça c'est clair. Ensuite, en bref, encore 2-3 autres choses qu'on pourrait peut-être évoquer plus tard si on a le temps. Ouais, non, alors je vais vite. André Heim, la rançon de la gloire. Ouais. Direction Saint-Louis, si tout va bien. Ça, ma foi, on gagne pas un coup Spegler par hasard. Et puis après, je dirais une dernière chose. Martigny a décroché sa 2e finale de la saison, puisqu'ils iront jouer le dernier match du Best of 5 contre Thun. Donc, juste par rapport à ce que j'ai dit au des matchs, Samy, il a pris qu'une pénalité, il a marqué un goal. Sédou a fait 2 goals. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ça veut dire, je finis juste, David Delesser va marquer le winning goal, le dernier de la saison. Pour qu'on comprenne bien. On l'aura en exclusivité mercredi prochain avec nous dans l'émission. Avec nous. C'est magnifique. Parfait. On pourra faire le bilan comme ça de la saison Exactement. du HCV. Martini, par rapport à votre remarque, toutes ces news, vous les retrouvez bien entendu depuis hier sur le site planethockey.com. On va préciser quand même concernant Tuomanen parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant quand même il est à nouveau atteint par le cancer. Il a eu un diagnostic négatif par rapport à son cancer. Et d'ailleurs, on en reparlera d'ici
d'ici quelques instants, puisque j'en avais fait un de mes casques, évidemment. Laurent Perroton. Ouais, moi, je vais pas rajouter grand-chose. On est un petit peu dans la même ligne éditoriale. D'un coup, on va aussi parler du casque d'or et du casque de plomb pour ajouter. Et puis, évidemment, de ces demi-finales et cette finale de promotion-relégation entre la Swiss League et la National League, entre Ajoie et Chaux-de-Fonds. Et voilà le menu pour aujourd'hui. Le rap, c'est pour dans quelques instants. Aïe. Alors, donc, restez bien avec nous. Et puis, on parlera ensuite de l'actualité. Et puis, normalement, on aura le temps. On a reçu une bafouille assez intéressante d'un certain Alain, on va dire son nom de famille, parce qu'il a vraiment pris le temps. Alain Vies, qui est à Fribourg et qui a mis... que l'on salue. Et qui est un auditeur fidèle. Et il a finalement posé un certain nombre de questions qu'il a remis comme ça sur la table. Il est d'accord avec nous, parfois il n'est pas d'accord. Et finalement, ça peut engendrer une bonne discussion. On espère avoir le temps d'en parler à la fin de cette émission, sinon ça reviendra dans l'émission suivante. Mais enfin, comme on est mercredi et que l'actualité elle est plutôt future et non pas passée, eh bien on aura peut-être le temps de l'évoquer tout à l'heure, malgré le rap de Laurent Perroton. Mais on va quand même commencer par le casque. On va commencer par le casque de plomb, puisqu'on a abordé le sujet, puis je me permettrai de compléter. Donc moi, je donne le casque de plomb, non pas évidemment à Tormenon, mais à la maladie, au cancer, pour des raisons que vous connaissez peut-être. Je suis aussi particulièrement touché par cette maladie-là, puisque voilà, il a fallu aussi que je me batte là contre, et c'est malheureux, c'est dur, la maladie est injuste, et on va lui souhaiter évidemment à Tormenon le meilleur rétablissement possible. Le cancer est une maladie contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, on subit. Après, il faut prendre les mesures nécessaires pour se soigner. On est certain que Tormenon va le faire, et le cancer, on peut le vaincre sans problème. Et c'est peut-être une remarque qui déplaira à certains, mais je me souviendrai toujours, lors de mon séjour à l'hôpital, d'un monsieur qui a disparu malheureusement maintenant, mais qui était atteint en même temps de 2 cancers. Et je lui avais dit, après qu'il m'ait raconté ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et il m'a répondu que le meilleur gagne. Mais il s'est battu longtemps. Il a voulu faire de l'humour finalement. Et c'est vrai que c'est aussi avec ce genre d'approche que l'on peut peut-être combattre la maladie. Voilà, j'avais envie de le dire. J'ai la gorge qui se serre un peu parce que ça me touche particulièrement. Et voilà donc mon casque de plomb contre le cancer. À vous, Christian Ponty. Alors moi, mon casque de plomb, il est beaucoup plus terre à terre. Hein. C'est pas aussi fort, mais c'est difficile d'enchaîner. Non, j'avoue. Ouais. Non, moi, ce qui me désole un tout petit peu, c'est que on a mis une jauge à 160 spectateurs pour le match, pour les supporters visiteurs à Chaux-de-Fonds et à Ajoie. Donc j'ai juste envie de dire une chose, mais qu'est-ce que ça me manque les matchs où Chaux-de-Fonds venait à Lausanne à 850 spectateurs, parce que ça mettait une ambiance incroyable. Et surtout dans le cadre de ce derby, alors je sais que c'est pour des raisons de sécurité, mais ça me désole un peu, parce que 160 spectateurs pour chaque équipe visiteuse à 40 km, c'est un peu dommage. On aurait pu vraiment faire un truc incroyable. Mais ils feront du bruit pour 500, parce que finalement on leur a lancé un défi. Mais imaginez la frustration, c'est complètement. Parce qu'une tombe là pour aller au match, c'est dommage. Voilà. Laurent Perroton ? Oui, moi j'avais le même. Juste rajouter que en tant que fans, vous avez suivi votre équipe toute la saison et tu te retrouves à être privé du plateau de fromage et du plateau de dessert finalement. Et je trouve ça vraiment dommage. On parle de sécurité, mais d'un coup, Chaux-de-Fonds a annoncé 160, alors qu'à Ajoie, on peut en avoir plus. Puis finalement, Ajoie vient à 160 aussi. On a l'impression que c'est un peu la guerre des clochers. C'est la fête dans le Jura. Et je crois que même si l'importance du résultat est primordiale, notamment pour Ajoie, il me semble que c'est quand même important que ça se joue sur la glace. Et je trouve ça dommage de priver les plus assidus d'aller voir les matchs en live. Mais voilà, ça c'était mon casque de plomb pour aujourd'hui. On va enchaîner avec le casque d'or. Allez-y, Laurent. Le casque d'or, on a mangé à midi tous les deux, puis on en a parlé, mais moi, il est anti-Tormenon, évidemment. On ne va pas revenir avec tout ce que vous avez dit, mais atteint d'un cancer avec une nouvelle tumeur découverte lors d'un contrôle de routine. Une nouvelle thérapie de 6 mois est prévue. Anti garde la responsabilité de head coach et le directeur sportif complète dès à présent le coaching staff. Dans le casque d'or, je joins aussi le HCBN dans la communication et son humanité, et nous respectons la sphère privée ainsi que la famille d'Anti. J'ai adoré dans cette période difficile. Je suis vraiment bouleversé en tant que coach, et je vous l'ai dit à midi, c'est que je connais beaucoup de personnes qui, à mon avis, cette maladie, nous on le vit de l'intérieur avec mon épouse par rapport à son jeune frère, mais
ce qui me bouleverse, c'est que je connais beaucoup d'entraîneurs dans différents sports co que j'ai côtoyés qui ont cette maladie. Et je pense que malgré tout, il y a un lien. Il y a un lien permanent avec le stress permanent, la façon de vivre, notamment durant les playoffs par exemple. Et ça fait beaucoup réfléchir en fait. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que finalement, Planète Hockey souhaite un prompt rétablissement à M. Tourmanen. Et finalement, le hockey, ce n'est qu'accessoire. C'est pas grave en fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui avec le HC Bienne, qui gagne ou qui perd, on est tout corps avec lui. Et puis on sait, vous savez le respect qu'on a pour ce monsieur. Mais finalement, dans ces moments difficiles, le club doit se servir ça comme une force. Et puis le hockey, c'est un jeu, c'est un plaisir. Et ce n'est qu'accessoire par rapport à la vie. Quand vous avez des enfants, on en a beaucoup parlé à midi, c'est plus important. Et donc voilà, hier j'ai vu la nouvelle, vraiment, je vous assure que ça m'a bouleversé, mais au plus profond de ma chair. Et j'espère qu'il va s'en sortir en tout cas. Ouais, permettez-moi encore un petit complément pour dire bravo au HC Bienne. En fait, parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, encore une fois, qui m'ont fortement déplu. Alors vous me direz que ça sert aussi à ça, les réseaux sociaux. Mais certains soupçonnent le HC Bienne d'avoir communiqué ça pour booster encore un peu plus la performance de l'équipe pendant les playoffs. Alors c'est ça vrai. Va pas à la tête. Alors c'est vrai que finalement les joueurs aujourd'hui, ils vont encore jouer sans doute un peu plus pour Antti Tormenon, mais je ne crois pas que la communication, elle sert à ça. De toute façon, dans le vestiaire, ça savait. Donc on aurait très bien pu cacher ça. Par contre, imaginez que tout à coup sur un match, Tormenon n'est pas là. Ce sont les journalistes qui sont pas au courant, qui vont dire tiens, que se passe-t-il, et puis c'est le bordel qui commence. Et puis si vous avez le directeur sportif sur le banc, les gens commencent à dire il est sous tutelle, etc. C'est le bordel qui commence. Donc la communication, elle est très bonne. Donc je voulais dire bravo aussi au HC Bienne. Et très bonne et très sobre, comme d'habitude, et plein d'humanité. Et bonne édane à ces pseudo-supporters qui ont estimé que c'était pour booster le moral des joueurs. Voilà. Ouais, moi, je veux juste rajouter à ce que Laurent vient de dire, et Philippe, c'est que le casque d'or pour un mec en or. Et puis aussi dire une chose, c'est que exactement, qui n'a jamais coaché, tu te rends même pas compte le stress que tu encaisses. Des fois, tu dors pas la nuit. Enfin bref, c'est un métier où vraiment tu te mets en avant ta santé mentale parfois. Au détriment de ta vie. Ouais, c'est-à-dire que même quand tu es à table avec des gens, les gens ils te parlent, t'entends pas parce que tu es concentré. T'es dans ton monde, tu es dans ta bulle, moi. Et juste pour dire, le paradoxe de tout ça, c'est que je pense que sur le banc, Tormenon, c'est le gars qui donne l'impression de la plus grande sérénité. Et parce que justement, je pense qu'il a déjà vécu des choses incroyables. Et du coup, qu'il soit rattrapé par ce truc. Alors, aujourd'hui, j'aimerais pas être à la place du concert parce que Tormenon, c'est un solide, je crois, vraiment. Ouais, c'est ça. Vous avez quand même un casque d'or autre. Ouais, alors j'ai un casque d'or. Pour qu'on fasse quand même une transition un peu plus marrante avant le rap de Laurent Perroton. Ça va être alors, trop marrant. Mon casque d'or, c'est plus à une rumeur, mais j'ai vu que Fribourg pensait à Pathé Demont comme adjoint de Dubé. Je pense que ça serait un choix intelligent parce que déjà Pathé Demont, c'est un gars qui mérite de bosser. Parce que ce qu'il a fait, c'est respectable. Et puis l'autre chose, dans l'idée de mettre des jeunes, Pathé Demont, c'est un gars qui a une grosse expérience avec les jeunes. Et puis, visiblement, vous avez déjà fêté votre anniversaire. Non, même pas, justement, c'est ça qui est grave. Et puis l'autre chose, non, je trouve que c'est judicieux. Puis voilà, Pat, je pense que ça serait un très bon complément au coaching staff existant. Voilà, donc pour moi, si ça devait se confirmer, c'est un choix judicieux. Ouais, c'est vrai que Pathé Demont, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être que lui-même s'est fait volontairement un peu discret. On ne sait pas s'il envoie systématiquement des dossiers lorsqu'il y a une possibilité. Mais c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu oublier ces temps-ci et il faut faire attention. Et c'est finalement bien que tout à coup son nom revienne au premier plan parce que si on se fait oublier pendant 6 mois, on est très vite oublié presque définitivement après. Quand même. Oui, c'est assez compliqué, mais après, c'est un jeu aussi avec les agents. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont établis et puis en off et puis on sait faire, mais c'est vrai que Pat plusieurs fois on l'a invité, il n'est jamais venu à notre émission pour différentes raisons, mais il avait peut-être besoin de ce break. Après dans le profil il est intéressant, ce que je vous ai dit aussi, on en a parlé en off, c'est que c'est un profil intéressant, mais c'est un profil aussi de quelqu'un qui a été numéro 1. Est-ce que Dubé va accepter quelqu'un qui a été numéro 1? Par contre dans le profil aussi, dans le lien entre l'entraîneur un peu plus dur, un peu plus éloigné des joueurs
joueur et quelqu'un qui fédère, il est très très bien. Il est très humain. Très humain, il connaît très très bien le championnat, il connaît très très bien le championnat. Il a longtemps coaché chez les jeunes, et il a eu des joueurs, il a coaché dans le hockey professionnel, donc il connaît très bien le hockey suisse. Donc ça pourrait être intéressant. C'est Klaus Zog qui a écrit un article là-dessus, que vous avez repris aussi sur Planète Hockey. Le problème avec Klaus, c'est qu'on ne sait jamais si son information, il la tient vraiment d'une source sûre, ou bien si c'est finalement une idée géniale qu'il a et qu'il lance un peu en pâture comme ça pour voir les réactions. Mais c'est vrai qu'on va lui laisser le crédit de ce qui peut être considéré comme une information, parce que sa réflexion, elle est bonne. Si c'est uniquement le fruit de sa réflexion, Klaus Zog voit juste. Ouais, vous qui habitez pas très loin de la patinoire, vous n'avez pas des infos ? C'est compliqué parfois d'obtenir certaines infos. Vous savez, moi j'ai un autre truc. Je prêche énormément le faux pour apprendre le vrai. D'accord. Voilà, ça je vous donne un petit truc comme ça en passant. D'accord. Bon, puisqu'on en sourit, espèce de menteur là. Puisqu'on sourit, on va continuer à sourire peut-être, ou on va trouver ça dramatique, je ne sais pas. Alors ça fait un moment qu'on vous en parle, puisque c'est la 50e édition du premier bloc. Au passage, j'en profite pour remercier les deux principaux protagonistes de cette émission, que sont Laurent Perroton et Christian Ponty, mais on peut remercier encore tous ceux qui participent régulièrement, que ce soit Patrice Lefebvre, que ce soit Michael Ngoy, que ce soit Laurent Antonelli, que ce soit Christophe Yavkin, tous nos invités, que ce soit évidemment notre ami arbitre Simic, Mladen Simic, enfin bref, il y a plein de monde, j'ai peur d'en oublier, donc merci, j'en oublie d'ailleurs, merci à tous. Les joueurs qui sont venus, Praplan, alors tous les joueurs, les dirigeants, etc., et on va continuer évidemment à l'occasion de ces 3 émissions que l'on diffuse à l'occasion de ces playoffs. Stéphanie Méria, entre autres, Philippe Neubuller, le fils, enfin bref, il y a eu tout le monde. Voilà. Donc merci encore une fois, je vous le dis dans le blanc des yeux, messieurs. Et merci à toi. Nous sommes un peu des hommes de challenge, parce qu'il fallait oser quand même lancer cette émission avec ce ton-là, et qui est un peu différent. Et pour prouver qu'on est vraiment très différent, on avait lancé un challenge. Alors on peut l'idée venait de lui, puis pour finir, on n'avait qu'à lui dire ok, quitte. Et du coup, il était coincé, il a été obligé de le faire. Donc vous nous rappelez ce que vous allez faire, Laurent ? Je vais essayer de pas massacrer un petit rap que j'ai écrit. Avec une petite chanson qui j'espère un petit son qui va aller avec, et puis évidemment j'essaie de retracer un peu notre année d'émission. Voilà, donc moi je me réjouis d'entendre ça. Voici Laurent Perroton, le titre de votre rap. C'est la 50e du premier bloc, tout simplement. Tout simplement. Non, c'est Yo Bro. La 50e du premier bloc sur Planète Hockey, la radio, par Laurent Perroton. Yo les bros du hockey. Bienvenue à vous, cher auditoire. Vous allez ce soir écouter une petite histoire. Petit rap dédicace que j'ai mis en chanson. Simple et efficace, vous pouvez monter le son. C'est parti les gars. C'est la 50e de notre belle émission. Alors au premier bloc, je dis félicitations. Le hockey, on le vit et l'explique avec passion. L'animation du Carreau, Ponty et Perroton. Accueillir, échanger avec nos consultants. Lefebvre et Ngoy qui viennent de temps en temps. Avis, insight et révélation choc. L'info juste et détaillée, ça se passe au premier bloc. L'analyse se poursuit aussi sur l'aimant bleu. Avec Ulrich et Rivera, on fait honneur au jeu. Bonne ambiance, bonne équipe, travail sérieux dans le fair play. Viens vivre avec nous le dimanche soir la fièvre du hockey. Lundi, mercredi et vendredi, tu nous écoutes. De chez toi, du travail, en voiture, sur la route. Les personnalités, les questions d'auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre moteur. Mettre en lumière une personne dans notre éditorial. Parler d'une carrière ou de quelqu'un de banal. Il y a un classement, une consécration, il s'agit du casque d'or et du casque de plomb. Mais alors qui sont ces vainqueurs, ces têtes de champions qui font l'infamie et la fierté de nos discussions ? Je ne voudrais pas que l'on pense que je fais de la provoque, mais je dois vous parler de certains personnages loufoques. Mon premier a usurpé une autre identité, enfumé et méché, il bégaye le hockey. Imposteur, devenu malgré lui un postard, je te parle du pompiste appelé Sivuard. Mon second a plusieurs personnalités, la cosmétique est sa principale spécialité. Agent secret, agent double, il s'ajuste, tu l'auras reconnu, il s'agit de John Foust. Mon troisième croit être parole d'évangile d'un forum, s'imaginant avoir les connaissances de certains hommes. Louis XIV, proche du CA et bouffon légendaire, pour une saucisse de veau, un maillot, une place dans le vestiaire.
Enfin, à toi qui devrais passer dans une centrale d'optique pour voir plus clair dans tes décisions de juge unique, n'hésite pas à te faire conseiller une bonne paire de lunettes afin d'analyser le jeu pour une vision plus nette. On a vécu une saison régulière trépidante, des hauts et des bas, des 5 équipes romandes. Bravo à Genève qui a fini premier, spectaculaire Artica NN ailier gaucher. HCBN, 2e place à la dernière journée, équipe magnifique à voir dans sa créativité. 7e place pour Fribourg qui était éliminé, playoff raté mais Dubé qui reste bien sapé. Lausanne 11e est déjà en vacances, j'en parle pas plus que ça, il n'y a pas une bonne ambiance. Avec Pézanne, Ajoie avait le bonnet d'âne, aux côtés de Vauclair, l'équipe a retrouvé la banane. Un grand merci à notre ami Philippe Knobulaire de nous accueillir ici à bras ouverts. D'ailleurs, si tu cherches un bel endroit de restauration, viens à Tête de Course qui se trouve à Nyon. Tout est possible aujourd'hui grâce à Philippe Ducarreau, reconnaissable à son bombers vert et violet dans le dos. Remerciement sincère à une personne intelligente, échange, respect dans une relation inspirante. Ce premier rap n'était pas un exercice facile. D'avance, pardonnez-moi mon drôle de style. Mais j'ai à cœur dans ce texte, dans cette production, d'accorder l'humour à la liberté d'expression. En conclusion, passez un bon moment, être détendu. Écoute notre émission, tu es le bienvenu. Fou rire, assuré et anecdote en stock. On te donne rendez-vous sur le premier bloc. Voilà, moi je crois que ça mérite des applaudissements. Voilà. Je les ai piégés parce qu'ils ont le micro dans les mains, du coup c'est aussi difficile de vous auto-applaudir. Laurent Perroton, bravo. Merci. L'aube d'une grande carrière, non? Quel artiste. Non, je crois pas, mais franchement, c'était encore plus dur qu'un match de finale de play-off parce que quand vous maîtrisez pas du tout votre sujet, c'est vraiment pas simple, mais voilà. On a répondu au défi, puis c'était une belle expérience en tout cas. Ouais. Je vais vous dire un truc, Christian. Vous savez qu'il a été jusqu'à prendre des cours pour ne pas avoir les ridicules à l'antenne. Ouais, il a pris des cours de diction, de chant. Bon, on n'entend pas trop chanter. Pas des cours de chant, mais justement essayer d'avoir les 4 temps. Et c'est vraiment pas évident. Là, tu vois quand même le travail des artistes. Ouais. Mais voilà, c'est surtout le texte qui était important. Ouais, mais c'est Lolo, c'est un bosseur. Voilà, c'est exactement ça. C'est un bosseur. Bravo, ben voilà, ça c'était la partie récréative de l'émission, mais surtout restez avec nous parce que maintenant on va quand même parler de l'actualité avec ces demi-finales qui se dessinent et on a quand même deux duels extraordinaires avec Genève contre le double champion suisse Zug, avec Bienne face à l'ogre ZSC Lions. On va commencer peut-être avec Genève, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Et on y va, Laurent. Alors la question, elle est traditionnelle, mais qui est favori de cette confrontation? La logique, si on regarde le classement, devrait être Genève face à Zug qui a terminé 6e, sauf que. Oui, alors déjà si on fait un petit historique, Genève a fini premier mais avec une fin de saison régulière très, très difficile. Et à l'inversement, Zug a fini 6e sur la dernière journée avec une fin de championnat exceptionnelle. Beaucoup de pertes de points et en début de saison avec une équipe qui n'était pas réglée. La Ligue des Champions qui est venue contrarier aussi un petit peu la préparation avec une demi-finale malheureusement perdue. Donc du coup, ça s'est rééquilibré dans les forces. Maintenant, si on regarde un petit peu les statistiques, parce qu'on parle toujours de statistiques, aujourd'hui les gens qui nous écoutent, les auditeurs, des fois on donne beaucoup de chiffres, mais c'est quand même important. Si on compare un petit peu entre la saison régulière et puis aujourd'hui pendant les playoffs, par exemple sur le scoring et efficacity, c'est-à-dire que lorsque vous shootez le nombre de goals que vous allez marquer sur le nombre de shoots, là, on a toujours dit qu'entre 8 et 9 c'était bien. Pendant la saison régulière ils étaient pratiquement à 12%, Genève. En playoff ils sont à 8,55. Donc évidemment c'est difficile à lire ce genre de statistiques parce qu'il faut voir d'où sont pris les shoots, etc. Mais dans la statistique sur les playoffs, il y a quand même un Koskinen qui était vraiment impressionnant. Après, le powerplay, c'est ça ma principale crainte. Ça a été un petit peu modifié sur le dernier match où les 2 derniers matchs où on a eu 2 powerplay du côté de Genève, mais on était à 28-14 avec vraiment un powerplay qui jouait tout le temps. Là, on a dilué un peu les forces, mais sur la série, on a 14,29. Donc ça a divisé par 2. Donc ça, contre Zug, il faudra faire la différence. Après, le box-play, les face-offs, ça reste relativement semblable, mais je voulais parler de ça parce que si on compare avec Zug, c'était 9,59 en saison régulière, ils sont à 13,24 en playoff contre Rapperswil, c'est tout simplement impressionnant. Le powerplay a toujours été bien classé, 26-23 en saison régulière, c'est très bien, 30,77 en playoff.
31% pratiquement, mais c'est vraiment dans une ligue majeure, c'est rarement vu. En box-play, ils étaient 14e de la ligue, c'était le plus mauvais box-play, même derrière Ajoie à 72-73, ils sont à 90. 72. 72, pardon. 72, 73. Il est français, on lui pardonne. Non, mais je suis mélangé avec mon rap, là. J'arrive pas à me remettre. Et puis, du coup, 90,91. Et puis, les face-off, c'est un peu identique. Maintenant, si on va parler des individus, c'est ça qui est important. Déjà, les gardiens. Alors, donc là, on pense que ça va repartir avec Mayer qui a fini avec 2 victoires. Oui, on va faire la comparaison, en fait, entre les deux clubs. Avantage. Voilà. Alors, pour les gardiens, avantage à... c'est un peu ça. Pour l'instant, au niveau statistique, Mayer c'est 94,32. Ouais. Giannoni c'est 93,050. Par contre, Giannoni en saison régulière c'est 89,80 et Mayer 91,32. Donc là il y a 4% d'augmentation chez Giannoni, donc c'est pas par hasard. Donc pour les gardiens, moi je dirais quand même avantage à Zug évidemment par rapport à la qualité du gardien, son expérience et le fait de gagner pratiquement tout le temps. Mais pas par rapport à la profondeur. En deuxième gardien, c'est plus fort à Genève, je trouve. Ouais, et sur le duo. Il y a pas mal, Einstein a toujours livré la c'est moins d'expérience. Sur le duo de gardien, c'est mieux à Genève, mais par contre, sur le gardien titulaire, avantage à Desclous. Non, à Giannoni. À Giannoni, pardon. Donc en fait, vous partez du principe que Mayer part en numéro 1 dans la cage de Genève. Moi je le mettrais, il a la main chaude. Et puis, il a la main chaude, il a bien fini. S'il n'est pas fantasque. Comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'il se grise. Qu'il soit fantasque par rapport au goal qu'il a marqué, c'était magnifique. Mais justement, là, il faut je l'ai trouvé bon parce qu'il était sobre, justement. On continue, après vous écouterez évidemment Christian Bronti, on continue avec la comparaison des individualités. Ouais, alors, en défense, si on prend un petit peu le top 6, Tomianes, Kerrer, Morer, Vatanen, Le Coultre, Jacquemet. De l'autre côté, il y a Juice, Gross, Geiser, Schlumpf et Kreis, Hanson. J'ai envie de dire avantage Genève, là. Oui, exactement. Surtout dans la créativité. Dans la créativité, puis dans le jeu défensif, il y a beaucoup d'erreurs individuelles. Kreis en fait pas mal, Schlumpf aussi, Gross de temps en temps. Donc, dans la régularité dans le jeu défensif, c'est moins bien. Et puis, le fait d'avoir Le Coultre qui est revenu, ça rééquilibre les paires de défense. Et je trouve qu'ils sont plus assis défensivement, et puis c'est vrai que tu as Vatanen et Tom Ernest qui sont supérieurs pour moi à Hanson et Juice. Ouais. On continue avec les attaques. Bah alors là j'ai mis vraiment le top 12 avec évidemment le retour de Noah Rod. Ça on n'a pas encore la confirmation, mais ça serait important pour pouvoir aller loin dans cette série. Donc Phil Poula, Winnick, Miranda, classique, très bon premier bloc. Richards, Rod, donc j'ai rajouté Rod, Praplan. Joris, Omar, Kartikainen et Smirnov qui prend la place de Bertagia. Smirnov, Pouliot, Antonietti, parce qu'on sait que Smirnov est dans les meilleurs papiers que Bertagia par rapport au coach. Et en face, vous comparez, c'est Hoffman, Kovar, Simeon, Herzog, O'Neill, Kamper, Marchini, Santeller, Klingberg, entre parenthèses. Oui. C'est une fois Klingberg. Exactement. Klingberg ne finit pas totalement sa carrière zougoise comme il l'entendait. Ou Abdelkader. Oui. Et Souris, Abdelkader, Zender. Abdelkader qui est un vrai joueur de play-off. Abdelkader, donc des fois il tourne entre Abdelkader, Klingberg, des fois Kamper. Mais voilà, c'est un peu le top 12. Là, sur l'homogénéité des joueurs suisses, l'expérience, même si on a des gros étrangers du côté de Genève, petit avantage à Zug. Ah, quand même. Bon, on va écouter Christian Ponty. Alors, moi, je vais faire une sorte de petit compte-rendu de ce que Laurent a dit, mais à ma sauce. Oui. Donc, pour moi, au niveau de la confrontation, c'est les meilleurs étrangers du championnat contre les meilleurs joueurs suisses de play-off. Ouais. Et donc, déjà là, ça va être prépondérant. Ensuite, dans les styles de jeu, on a une équipe qui joue avec beaucoup de vitesse, Zug, versus une équipe qui joue avec la possession. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on l'a déjà vécu on avait vu le match à Zug quand ils ont gagné. Ça veut dire que Zug va essayer de freiner la zone neutre pour éviter que Genève s'installe. Parce que quand ils s'installent, ils peuvent devenir terribles. Ensuite, moi, ce que je dirais, concernant justement Genève et Zug, est-ce que Abdelkader va de nouveau s'occuper de Tom Ernest? Peut-être pas au premier match, mais en tout cas à la maison, je pense que oui. Et dans le jeu physique, qui c'est qui est capable du côté de Genève de contrer un gars comme Abdelkader? C'est Noah Rod et éventuellement derrière Maurer.
dans le jeu physique pur. Miranda, mais c'est pas des gros méchants par rapport. Il faudrait qu'il élève son niveau. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de dire que le choix d'Abdelkader comme étranger pourrait dépendre de la présence ou non de Noah Rod dans l'Iran genevois. Mais Philippe, quand Abdelkader est revenu au mois de décembre, il est revenu pour ça. Il est revenu, ils ont gagné la série contre Genève en sortant Tom Ernest et c'est Abdelkader et il est de nouveau là pour ça. Et d'ailleurs, il y avait une scène incroyable. Avec la fameuse charge là, il finit une charge sur Tom Ernest. Voilà. Et puis après, il y a des matchs dans le match. Par exemple, au niveau des engagements, ça va être Kovar contre Tanner. C'est deux gros spécialistes d'engagement. Ensuite, moi je pense que je dirais que quels sont les joueurs type de play-off, vraiment typés play-off. Du côté de Zug en attaque, il y en a plus. Pour moi, les joueurs de play-off type, c'est Kovar, c'est Herzog qui a un gros impact physique et justement, il n'est pas souvent pénalisé. C'est Simeon qui va toujours très très vite et c'est vraiment un gars qui sort son meilleur jeu en play-off et c'est Hoffman. Et alors, au niveau de la vitesse, moi par exemple, aujourd'hui, dans cette situation, moi, j'utiliserais Bertaggia. Bertaggia, c'est un gars qui a une grosse vitesse, qui aime le jeu physique. Et il y en a besoin de la vitesse. Exactement. À Genève, il en manque un petit peu. Quand il n'y a pas Rod, moi, il y a 4 joueurs qui vont vite à Genève. Il y a Praplon, il y a Rod, il y a justement, il y a Bertaggia. Et puis, il y a Lecoultre derrière qui accélère le jeu. Mm-hmm. Et puis, moi, alors, par contre, il y a encore une autre question, c'est le coaching. Le coaching pour l'expérience, Tangnes, il a gagné 2 fois. Ça ne veut pas dire que je dis qu'Adieu n'a pas d'expérience, mais il en a moins, ça c'est clair. Et puis l'autre chose, moi, ce que je trouve qui a été vraiment intelligent et judicieux, c'est de splitter les paires de défense des powerplay en mettant le Coultre avec Vatanen, parce que ça a complètement changé le temps de jeu. Parce que tu peux pas mettre Vatanen, comme j'ai dit la dernière fois, à 10 ou 15% du temps. Et franchement, s'il réutilise son powerplay comme il a fait à Lugano au début, il a aucune chance. Il doit diluer son talent parce que c'est une équipe qui va tellement vite, qui va les user. Et puis, il y a beaucoup de joueurs, comme j'ai dit, typiquement de play-off. Et dans les joueurs typiques de play-off, il y a Giannoni, qui est une machine à gagner. Donc, là, Genève Servette, incroyable confrontation de style. C'est vraiment une équipe qui a gagné le championnat haut la main avec surtout ses étrangers versus une équipe qui a une machine à play-off. Mm-hmm. Donc on va voir un petit peu où ça se passe. Et puis après, l'avantage de la glace. Voilà, alors ça, exactement. Dernière chose. Il rigole, Philippe, mais non. Puis alors, moi, j'ai encore. Un jour, je serais bien obligé de vous suivre parce que vous avez raison là. Non, mais je voulais juste dire aussi que l'air de rien, il y a quand même un truc qui a été intéressant et intelligent de la part de Genève, c'est qu'ils ont acquis Ovitu. Et en cas de problème, c'est bien plus qu'un substitut, c'est de la profondeur. Mm-hmm. Et la dernière chose. Dans quel état physique sera un Phil Poula par exemple avec Winnick. ses 39 ans en jouant tous les 2 jours. Winnick. Ouais, exactement, tous les gars finalement quand tu es à ton prime à 28-30 ans genre Hoffman, au niveau de la vitesse pour un Phil Poula ça peut devenir très compliqué dans la gestion. Et comment va être, parce que finalement il y a la qualité des joueurs et il y a l'état de forme pendant les playoffs. Alors évidemment que actuellement, surtout les étrangers, que ce soit Ertikainen, que ce soit Omar, ils ne sont pas en aussi bonne forme qu'au mois de décembre. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gars qui ne savent pas rebondir parce qu'ils ont justement un vécu incroyable. Donc voilà quoi, sacré challenge, ça va être beau. Pour revenir sur Bertaggia, je l'ai lu d'ailleurs sur planethockey.com que c'est vrai que dans cette série, il a eu du temps de jeu qui était chaque fois en augmentation de match en match. Et il l'a même mis 1,30 en play-off. Exactement, parce qu'à la base, en supériorité, en powerplay. En powerplay, ce que je voulais dire. En play-off, c'est peu. C'était pas complètement juste, mais pas complètement faux. Donc son temps de jeu augmente, c'est bon signe finalement. Ouais, non, mais après, c'est une question de confiance. Ça dépendra de l'amalgame et du retour de Noah Rod et ça va jouer entre lui et Smirnov. Mais dans le jeu rapide, puis dans l'intensité en box-play, il est important. Mais je voudrais juste rajouter 2-3 choses. Christian a parlé un petit peu de la profondeur. On n'a pas parlé de Martini qui fait une bonne saison et qui était l'année dernière absent, qui est un vrai buteur. Joueur de play-off. Et puis joueur de play-off. Et puis parler de joueurs de play-off, Santeller, Zender et Suri, c'est pas mal aussi. Donc en fait, si vous regardez un petit peu l'alignement, Hoffman ça peut marquer des goals, Kovar ça peut marquer des goals, Simeon c'est le top scorer, Herzog ça marque des goals, O'Neill ça marque des goals, Camper ça marque des goals, Martini ça marque des goals, Klinberg ça peut marquer, Abdelkader aussi, Suri aussi, Zender et Santeller. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que l'attaque sur l'amalgame et l'expérience et le fait d'avoir gagné beaucoup de titres est supérieure sur
sur le papier. Après, c'est sur le papier. Moi, je pense que les matchs à domicile vont être très importants. Et le match 1 va être très très important. Et du côté de Genève, on doit garder l'avantage de la gestion du temps de jeu. Puis, typiquement, dans les joueurs que tu viens de nommer, Hoffman, Simeone et compagnie, c'est des joueurs qui ont un profil que tu ne trouves pas du côté de Genève, c'est-à-dire des fulgurances en termes de patinage. Les plus gros skateurs de Genève, ils n'ont pas ce style-là. C'est une arme de plus du côté de... Sur des actions individuelles. Voilà, exactement. Remarque pour provoquer, quand on parle de joueurs de play-off, ça veut dire que le reste du temps, le reste de la saison, c'est des fumistes? Non, mais c'est le côté mental, c'est-à-dire que le jeu se durcit, le jeu se resserre défensivement et le mental a un rôle très important. Moi je dis souvent, il y a des joueurs qui arrivent, qui sont là au mois d'août, il y en a d'autres qui sont là au mois de novembre et puis il y en a qui sont là au mois de mars. Il faut trouver le bon équilibre dans une équipe en fait. Faut trouver le bon équilibre. Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui vous font gagner en début de saison, c'est qui font gagner en fin de saison. Exactement. Par contre, le bon équilibre, c'est surtout qu'ils soient là au mois de mars. Ouais. Donc voilà. Mais surtout, faut y arriver, mais une fois que vous y êtes, il faut qu'ils soient là. Et c'est certaines équipes qui sont cataloguées des équipes de beau temps et qui font des belles saisons, puis qui sont tout de suite oubliées après pendant les playoffs. Et Rapperswil, malheureusement, sur les 2 dernières saisons, ils se tapent un Davos exceptionnel l'année dernière qui revient dans une série de nulle part. Puis cette année, ils se tapent Zurich. Ouais. Et puis du coup, ils sont catalogués équipe de beau temps. Alors qu'ils ont fait une super saison. Tyler Moy est un joueur de beau temps. Voilà, par exemple. Mais finalement, ils sont tombés. C'est un peu une part de chance. Qui sait que tu vas avoir en play-off, etc. Qui peut changer aussi la physionomie et la vision des choses par rapport à ton équipe. Mais surtout en play-off, tu sors de ta zone de confort et ça devient un jeu où le courage, c'est flagrant chez les jeunes justement, les courageux ressortent parce que vraiment, comme on dit, tu vas mettre la tête où tu ne mettrais pas le pied. Il y a vraiment des gars qui sont taillés pour ça, mais par contre tu peux pas faire du jeu de play-off pendant une saison, c'est impossible. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de blessés. C'est pas pour rien, parce que tu dépasses tout le temps les limites en play-off. Et puis quand je parle de mental, c'est aussi accepter cette pression de résultat. C'est ça. Parce que c'est des matchs à élimination directe, c'est un public qui est présent. Il y a la presse qui est beaucoup plus présente. C'est un moment de la saison où tous les regards, et il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à faire des carrières sur des bons playoffs justement. Il y a des joueurs qui ont signé des contrats à longue durée sur un excellent playoff, et c'est un petit peu ce que je reproche. C'est un petit peu ce que je reproche au hockey suisse par moment, c'est que des fois on fait des signatures longue durée sur des courte durée finalement. Ouais, mais ça c'est un autre débat. Mais souvent les joueurs de play-off, c'est ceux qui te font gagner des titres. Donc c'est aussi pour ça que tu les signes. Exactement. Bon, pour conclure sur cette demi-finale, donc peut-être un peu plus de pression sur Genève quand même que sur Zug. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je dirais que justement la pression elle était sur les quarts finales. Elle était immense. Ouais. Et je l'avais dit toute la saison avec leur saison régulière. Maintenant le plus beau reste à venir pour Genève. Et justement ils jouent contre le double champion en titre. Ils ont pas de pression. Et c'est ça qui peut faire leur force. La Zoug non plus, avec 2 titres derrière. Non, alors ça c'est pas vrai parce qu'ils ont raté leur objectif principal qui était la Coupe d'Europe. Ils ont été éliminés en demi et ils ont fait une mauvaise saison régulière. Et là on attend un Zoug au tournant au niveau du public, au niveau politique. Donc la pression elle est du côté de Zoug, selon moi. Bon, après toutes les séries numéro 1 avec l'avantage de la glace, t'as la pression. Tu te la mets toi-même parce que tu sais très bien que si tu paumes ton avantage de la glace qui est derrière, tu perds, t'as un 2-0, là t'es mal. Alors c'est une pression, mais ça c'est pas une pression d'un 5e match, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même une pression. Et d'ailleurs à ce niveau-là, on en parlera après, à Joie ils ont une sacrée pression, ils doivent gagner parce que si derrière ils vont dans l'euphorie à chaud de forme, c'est la même chose. Je pense que la pression du premier match en demi-finale, c'est celle qui tu prends le risque de mettre l'euphorie et puis de toi te mettre mal. C'est juste ça. Voilà. Alors avant de parler du tour de qualification, ça c'est le terme sympa, mais qui est un véritable barrage contre la relégation. Ça c'est le terme moins sympa. Ligue de qualification, exactement. Ouais, Liga Qualification, voilà. Ça vient de Zurich. Moi j'appelle ça un tour de relégation. Moi j'appelle ça un tour de relégation. Bien sûr. Bon, enfin bref. On va pas revenir sur les promotion-relégation. Les noms des ligues parce qu'autrement on est là jusqu'à demain. Absolument. Alors on va maintenant entamer la discussion autour du deuxième match, autre grosse affiche entre Bienne et Zurich. Là aussi, Bienne, il y a des circonstances encore un peu particulières, mais on ne va pas mettre ça comme étant un avantage pour Bienne que les problèmes de santé, encore une fois, de Tormenon. Mais dans cette confrontation-là, c'est vrai que Zurich fait peur. Zurich fait peur parce que ça reste une grosse machine, mais une grosse machine inconstante. Exactement. Alors, les comparatifs, on a fait avant Genève contre Zug, là c'est Bienne-Zurich. Ce qui m'a frappé dans les chiffres, c'est évidemment les powerplays.
on a beaucoup parlé par rapport à la qualité des joueurs, c'est très insuffisant par rapport aux deux autres équipes. Je vous donne un exemple, hein, c'est 15,79 pour Bienne et 13,04 en play-off pour Zurich par rapport aux chiffres des deux autres équipes. Et pendant la saison régulière, c'était très moyen aussi. Alors, je suis très étonné par rapport à ça, par rapport à la qualité des joueurs, le profil des joueurs. Donc là, je pense que si on veut aller chercher un titre du côté de Bienne et du côté de Zurich, il va falloir monter cette statistique. Après, si on compare les gardiens, on a ce qui fait mieux dans le championnat. Avec Giannoni, mais qui est moins gros. Giannoni. Ouais, Giannoni qui est moins gros qu'Azug, mais si on parle de Sateri et Rubec, pour moi c'est ce qui se fait le mieux. Sateri c'est 94,16 en play-off et Rubec c'est 95,86. C'est 96% d'arrêt pratiquement, c'est tout simplement exceptionnel. Alors là, on a fait les comparatifs, je dirais match nul. Match nul parce que les backups c'est plus fort à Bienne par contre. Les backups c'est plus fort à Bienne. Voilà. S'il y a un blessé, ils ont quand même Van Pottelberg qui a beaucoup plus d'expérience. Versus Jeffrey Meyer puisque Weber est blessé. Ouais. Donc là, je dirais match nul sur les deux gardiens numéro 1. Après, si on parle des défenseurs, du côté de Bienne, on a Love avec Radgeb, Grossman, Yakovenko, Forster, Schneeberger. Et de l'autre côté, on a Lettonen, Gehring, Marty Weber, Kukan, Troutman. Je rigole parce que c'est hallucinant en fait. Non, mais là, pareil, j'ai du mal à me départager parce que individuellement, c'est plus fort en termes d'expérience du côté de Zurich. Par contre, les duos et l'amalgame et le travail qui a été effectué depuis plusieurs années avec ces paires de défense, je trouve que c'est plus complémentaire et notamment Forster, Schneeberger, c'est très très solide. Donc là, c'est physique. Là, pareil. On peut parler de surprise Schneeberger. Ouais, c'est plus une surprise. C'est pas une surprise parce qu'il a beaucoup de talent, mais toute la saison, c'est un problème mental en fait. Ouais. C'est savoir gérer ce gars. Et Tormanen, il l'a fait à merveille avec son coaching staff. Et en plus minus, c'est lui le meilleur de son équipe. Hein. Il est vraiment très impressionnant. Et la qualité de ses passes, c'est propre. Franchement, vraiment, il est grand, il est solide. Mais encore un courageux en play-off. Un courageux. Quand ça brasse, il y va. Donc on a dit match nul les gardiens, pour moi, match nul la défense. Après à l'attaque, on y va à l'attaque. Non mais là à l'attaque c'est... Attention, il y a un Français à cette table. Donc Olofsson, Haas, Hofer, Rajala, Salinen, Kessler, Künzle, Kunti et j'ai mis Brunner comme avec Noah Rod, on espère qu'il soit là. Ischier, Froidevaux, Schlepfer ou Tanner. Et si d'un coup il n'y a pas Brunner, on aurait Schlepfer et Tanner et puis Ischier qui montrerait avec Kunti et Künzle. Ou évidemment ou une rocade avec Kessler, Ischier avec Rajala et Salinen et Kessler avec Künzle et Kunti. Ça nous fait quand même des triplettes performantes. Ça fait des triplettes performantes. De l'autre côté, Texier, Lamico, Baltisberger, Bexkler, Shepi, Riedi, Andrighetto, Wallmark, Bodeman, Barofner, Sigrist, Azevedo sur le 4e bloc. Ouais, bah voilà. Pareil. Je vais vous étonner, mais en fait, individuellement, c'est plus fort du côté de. Sur le papier, c'est Zurich, bien sûr. Mais l'amalgame et le profil et les trios, je trouve que Bienne est très très efficace et a trouvé ses trios offensifs. Et comme ils ont beaucoup de liberté et de plaisir dans la zone offensive, ou à un Zurich qui est un peu plus discipliné, un peu plus structuré, moi je trouve que ça s'équilibre. Donc là, pour moi, tous les postes, c'est égalité par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc, série qui risque d'être extrêmement serrée, Christian. Exactement. Ouais. Alors moi, il y a eu une demi-finale, vous vous rappelez Justement, moi, je vais commencer par dire un truc. Et si Bienne avait fait le plus dur en gagnant enfin un play-off à Berne, se débloquer la tête. Voilà. Parce que ça, c'était un gros truc. Parce que maintenant on dit ils ont passé, mais il faut voir comment. Hein. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que les 2 premiers matchs, ils ont survolé le débat parce qu'ils ont fait du bien. Et après, on les a empêchés de faire du bien. En gros, ils avaient beaucoup de vitesse, de créativité. Et tout d'un coup, ils ont commencé à jouer physique. Après, moi, je dirais, il y a aussi un truc. Je pense que comment dire. Attends, j'ai un petit blanc. Ouais. Alors, vous préparez trop cette fois-ci. Il faut voir le bottin qu'il a devant lui. Non, j'ai une feuille. Non, mais il a vraiment fait l'apéro là. Fait l'apéro. Non, mais vous avez un contexte. C'est compliqué de parler après Lolo parce qu'il dit tout ce que je me dis. Ah mince, excusez. Bon, vous parlerez d'Ajoie en premier tout à l'heure. Non. Alors, ce que je vais simplement dire, c'est que déjà, premièrement,
Zurich, c'est pas par hasard, ils ont un match de moins, mais parce qu'ils ont été plus efficaces contre une équipe qui était quand même vraiment dure à manœuvrer, Davos. Et pour reparler des performances de Roubaix, ils gagnent 1-0 sur but de Riedi. Et donc ça veut dire que Roubaix ferme la porte et avec un goal ils peuvent gagner. Ça leur suffit. T'es l'agent de Riedi, toi. Hein. Je suis pas l'agent de Riedi, mais ce que je suis en train de dire, c'est que je pense pas apprécié par tout le monde. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début des playoffs, s'il y a un joueur qui se profile comme un joueur de play-off décisif, c'est bien Riedi, et il est très important parce qu'il amène cette dimension physique. Et si ça doit aller dans le physique, justement, de l'autre côté, du côté de Bienne, si Brunner joue pas, il y aura un Sheehan qui est censé aussi amener son jeu physique. Donc ça aussi pour dire, un peu comme du côté de Genève avec Ovitu, ils ont prévu un joker, une situation de rechange qui est valable, parce que depuis maintenant Sheehan, il est dans le système, c'est ok, il a déjà joué avec justement Kunti et puis Kunzle à la place de Brunner, et puis il a mis des goals, donc il est aussi en confiance, et surtout il a été pris justement pour amener cette dimension physique que peut-être Bien n'a pas autant que... T'as raison sur la dimension physique, mais par contre je vois pas qu'ils peuvent enlever si en cas de blessure, à part en cas de blessure au niveau des 6 étrangers. Non, c'est un joker, je suis d'accord. Parce que Sateri, il est vraiment indiscutable. Après, derrière, Love et notamment Yakovenko, c'est une super trouvaille aussi, ça bouge pas. Et puis après, le Rayala, le Salinen, le Olofsson, c'est difficile à bouger. Donc du coup, peut-être Olofsson qui est décevant quand même sur la série contre Berne, qu'on a un peu moins vu dans le volume de jeu. Si d'un coup ça se durcit, peut-être que là, lui, il peut avoir un risque de ce côté-là, mais les autres, je pense pas qu'il les touchera. Puis après, à part s'il y a une blessure. Voilà. Et peut-être pour rajouter, pour moi, un qui fait des bonnes playoffs pour l'instant, c'est As, qui est l'âme de l'équipe. Une très bonne saison aussi. Voilà, très important. Et si tu veux passer des tours, tu dois avoir As en pleine forme, et c'est bien. Ça veut dire qu'il l'a emmené au bon moment, dans la bonne forme, ça c'est très bien. Moi je veux juste rajouter par rapport à ce que tu dis là, As en plus, sans faire injure aux deux autres joueurs, mais Olofsson est offert en termes de volume de jeu et de travail dans les deux sens de la patinoire, c'est pas un gros volume. Et As fait un énorme travail qu'on ne voit pas forcément, mais il patine. Joueur responsable. Exact. Il lit bien les lectures de jeu, il intervient défensivement, il est bon en zone neutre, donc il permet aux deux autres de produire aussi offensivement. Et toujours pour aller dans le même esprit, par rapport à ce que tu as dit à la défense, moi j'ai trouvé que quand ça durcit, les Schneiberger, Radgeb, Forster et Grossman, très dur dans les bandes et très peu pénalisé. Ça aussi, ça va être très important. Mais donc, Radgeb, ça fait 2 saisons que je découvre sur ce côté-là, parce que exactement. Qu'est-ce qu'il a progressé. Il est dur. Mais je disais, quel feignant dans le jeu sans puck. Ouais. Et là, il est dur et on l'a vu. Il a beaucoup appris en Amérique du Nord. Ouais, mais je pense. Moi, je vous dis un truc, c'est Thor Mainen qui l'a fait progresser. Parce que c'était un gars, c'était vraiment le type même du joueur one way qui aimait juste attaquer, pas défendre. Et là, tu vois qu'il a du plaisir à défendre. La situation, il termine ses charges. La situation, c'est un bon joueur. La situation qui s'est passée contre Di Domenico. Ouais, mais il a gagné tellement de crédibilité. Il a gagné énormément de crédit. Ça donne la confiance. Ça donne la confiance. Et puis c'est vrai que on disait que Bienne était une équipe de beau temps, un petit peu comme Fribourg dès que ça frappait un petit peu. Mais là, les 4 là, parce que le Grossman, faut y aller aussi dans la bande. Hein. Non, c'est des solides. Mais juste pour finir à ce que tu dis, effectivement aussi dans la fameuse action avec Di Domenico, souvenez-vous. Il se fait agresser dans les couloirs, le gars il bouge pas une oreille, il vient seulement, bouge pas. Et ça c'est des images fortes, et tu mets ça dans les adversaires futurs, ils savent qu'il a pas peur. Et le jeu de play-off, tu dois jamais montrer que tu as peur. Le jeu d'influence. Le check qu'il lui envoie avant la bagarre. Mais c'est pour ça qu'il est vexé, c'est exactement ça. Ouais. Donc très ouverte. Une dernière précision encore avant de passer à la dernière série. Ouais, alors premier match, il faut le gagner, et patinoire archi pleine annoncée depuis 2 jours. Donc, enfin, parce que c'est pas toujours le cas. Même plus une table au restaurant. Non, exactement. Et puis dernière chose qui est pas anodine pour moi non plus. À chaque fois que Steinegger il a été sudement, ils ont jamais perdu. 6 matchs coaching, 6 victoires. Ouais. Une victoire, un match nul ou un truc. Mais
c'est un gars qui a gagné toute sa vie. Capitaine à Berne, machin, c'est un gagnant. Depuis qu'il a gagné tous ses matchs, il se coupe plus les cheveux. C'est ça. Autant dire que ça fait très longtemps. Comme Sanson. Ouais. Exact. Alors autant vous n'étiez pas d'accord avec moi quand je disais que Genève était peut-être un peu plus sous pression que Zug. Là j'ai envie de dire que c'est Zurich qui est un peu plus sous pression que Bienne. Vous êtes d'accord cette fois-ci? Complètement d'accord. Bien. Complètement d'accord. Changement de coach, ça a gagné avec ce coach. Une équipe en termes de budget qui c'est ça, les moyens qui ont été mis, vraiment complètement d'accord. Mais du coup, justement, ça donne beaucoup de force à Bienne parce que là, vous vous rappelez le début de saison, l'intersaison avec les matchs amicaux là, voilà. Ça ils ont bien répondu. Moi, sur le fond, je pense que si Bienne c'est un exploit, mais clairement, je pense qu'ils sont capables de faire un exploit. Oui. S'ils en mangent bien le truc. Ouais, c'est vraiment, ils m'ont impressionné contre Berne, la capacité à retourner la série, et puis comme ils ont gagné le dernier match. Et j'avais pas vu depuis longtemps Bienne avec ce caractère. Dernier quart d'heure de cette émission, nous allons cette fois-ci parler de la rencontre entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds. Effectivement, Ajoie n'a pas intérêt à se planter sur son premier match à la maison parce que Ajoie a l'avantage de la glace dans cette confrontation, chose que personnellement je mets un petit peu en doute. Ça me plaît pas. Par contre, justement, Alain Viss, et on pourra peut-être en parler, Alain Viss dont on évoquait le courrier en début d'émission, lui estime que c'est normal. Alors, allons-y déjà peut-être avec cette remarque-là. Est-il normal que ce soit Ajoie qui commence à la maison, c'est-à-dire le grand qui a l'avantage de la glace face au présumé petit? Moi, je vous réponds politiquement oui. Politiquement oui, pourquoi ? Parce que je vous ai déjà répondu à cette question, c'est que c'est les clubs de Ligue nationale qui votent avec plus de voix et ensuite des clubs de Swiss League, mais il y a des clubs partenaires. Donc du coup, l'avantage est à la Liga et c'est clair que ça allait être comme ça. Ensuite, dans l'éthique sportive, non. Parce que c'est déjà tellement dur le fait d'avoir deux étrangers, de devoir engager deux étrangers avant une date butoir, sachant que tu n'es pas sûr d'être champion pour pouvoir jouer la Ligue Qualification. Ouais. Donc du coup, non, moi je trouve que c'est un petit peu injuste. Mais voilà, finalement c'est comme ça. Et puis les deux équipes sont au courant depuis le début de saison. Puis on va faire avec. Dans un monde idéal, patinoire neutre, un match, le gagnant, il gagne la glace. Mais bon, c'est totalement utopique. Ouais, c'est utopique mais sportivement parlant, ça serait juste. Oui, mais c'est pas possible, je sais. Dans la logistique, c'est non, utopique. mais moi, sur le fond, je trouve pas correct. Et puis surtout, si t'es chaude-foigné, tu l'as en travers. Après, d'un autre côté, c'est ce que je disais au début, ça met une pression folle sur Ajoie parce que s'ils perdent le premier, aller dans une patinoire qui sera en folie à Chaux-de-Fonds. Alors voilà, c'est à double tranchant, une fois de plus. Ouais. Là, M. Viss qui lui précise qu'à son sens, c'est à l'équipe de la Ligue inférieure de se montrer capable et faire ses preuves à se surpasser et devancer le club loser de la Ligue supérieure s'il n'y arrive pas. C'est s'il ne se montre pas capable de dominer et devancer une équipe supérieure, selon moi, il ne mérite pas l'ascension. Cela dit, je trouve que pour les épreuves de promotion-relégation, devrait être amené des confrontations à seulement 2 étrangers par équipe sur les feuilles de match pour équilibrer et offrir un meilleur pied d'égalité. On rappelle qu'on sera à 4 contre 4. Ouais, alors sur les 2 étrangers, moi je suis assez d'accord, mais le problème c'est que le fait d'être raciste maintenant, ça en laisse 4 en tribune en termes de budget, etc. Dans la construction de ton équipe, 6 étrangers, c'est des rôles majeurs, donc tu passes de 6 à 2, ça t'affaiblit complètement ton équipe et notamment des équipes comme Langnau et Ajoie. Donc ça reste un équilibre simplement. Le seul truc qui me dérange dans le règlement, c'est que les 2 étrangers, on pourrait les engager quand tu es champion finalement. Ouais. Ce serait au bien vouloir des clubs et pas imposer une date parce que là, comme a dit le directeur sportif Loïc Burkhalter, c'est que eux ils ont eu de la chance finalement dans leur malheur, ils ont eu des blessés, ils ont engagé d'autres étrangers. Du coup ils ont 4 étrangers, ils n'ont pas eu 4 têtes chinois à engager des gens et puis surtout à les incorporer dans l'équipe, sachant qu'ils auraient eu aucun match avec l'équipe. Donc voilà, sur le fond ça se goupille pas. Et du coup, même dans leur chance, la chance jusqu'au bout, parce que finalement avec des joueurs blessés, c'est l'assurance qui a payé les joueurs, donc ils n'ont pas eu à payer ces gars. Et puis parce que quand t'es blessé et que tu joues pas encore, t'as le droit de t'entraîner. C'est ça. Donc ça veut dire que tu es toujours à l'assurance. T'es dans le système, voilà, exactement. Ouais. Bien, on va parler de la série elle-même maintenant. Si je vous dis que le momentum, il est pour la Chaux-de-Fonds, mais que c'est Ajoie qui est favori. Ouais.
Ouais, mais on peut faire déjà un petit comparatif. Ouais, mais on va peut-être laisser Christian cette fois-ci. Allez, on laisse Christian. Bon anniversaire encore une fois, c'est le cadeau d'anniversaire de Laurent Piroton. Tu bredouilles pas là. Hein. Non, ça je vais essayer. Non, alors pour moi, il y a un endroit où clairement, pour moi, Ajoie est favori, c'est les gardiens. Déjà dans le duo, parce que Tchatcho-Wolf, enfin Wolf-Tchatcho versus Oslund-Cervinho, ça a plus de profondeur. Après, plus d'expérience. Ouais, plus d'expérience. Après, mais un gros Oslund cette année. Ouais, un gros Oslund en Swiss League. Alors, la Swiss League, au niveau de la vitesse, des shoots, des étrangers. Une équipe dominante. Voilà, exact. Ça veut dire que, exactement. Après, il faudrait pas qu'effectivement que Cervinho, à qui je veux absolument rien enlever, qui est un bon jeune et qui a même fait des piges à Lausanne, on se rappelle. Donc je dis pas qu'il a un mauvais niveau, mais c'est vrai que par rapport aux deux autres gardiens, il a beaucoup moins d'expérience. Donc je pense de ce côté-là, il y a quand même un avantage pour moi, clair, du côté d'Ajoie. Ensuite, si on prend les défenses, Huguenin Dubois, Jacques Albon, Gehring, Matewa, Boss versus Pouilly, Brennan, Pilet, Fay, Howard, Birbaum, Rouillet. Déjà, premièrement, t'as Gehringer, pardon, ouais. Parce que Gehring, il joue c'est pas le même. Du coup, en expérience, ils auraient gagné beaucoup. non, mais je veux dire, déjà, je parle uniquement du playmaker. C'est clair que de ce côté-là, c'est quand même un gros avantage du côté d'Ajoie, même si Huguenin est un très bon joueur à la ligne bleue, est un bon playmaker, mais pour équilibrer un petit peu, rajouter juste Huguenin a beaucoup moins joué que Brennan et peut-être un peu plus frais physiquement. Ouais, non, puis alors franchement, c'est vraiment un playmaker. Il sait jouer à la ligne bleue, il est très bon. Mais évidemment qu'avec la saison que vient faire Brennan, il est quand même un peu meilleur sur le papier. Mais attention, il a énormément joué. Donc dans quel état de fraîcheur ils seront. Après, je veux quand même préciser un truc. Suspendu le premier match, Howard. Howard sera suspendu, donc l'expérience en moins. C'est Rouillet qui va sans doute jouer à sa place. Puis je voulais te rajouter un truc aussi. Loïc Inalbon, qui est attaquant à la base, a fait toute la saison en défense. Alors on dit souvent que les défenseurs, il y a un bon exemple à Genève avec Jacques May, qui était attaquant, c'est souvent des gars qui ont une très bonne première passe, mais qui ne sont pas nécessairement dans le jeu défensif pur, hyper à l'aise. Alors ça a très bien fait l'affaire en Swiss League. Comment ça va se passer avec des attaquants de National League? C'est un peu ma question. Je ne sais pas ce que Laurent t'en pense. Après, de l'autre côté, si tu prends un Matewa que nous on connaît bien, qui a aussi joué aussi à Lugano, et qui est le frère de Luca d'ailleurs, c'est un peu comparable, je dirais. C'est Luca, c'est le frère de Tony. Le frère de Tony, voilà, excuse-moi. Ouais. C'était juste pour dire que voilà, c'est un gars qui a fait une saison pleine, qui a été mis en confiance par Louis Matt. Et je pense que c'est un peu comparable dans un autre style à Pilet, au terme de jeunesse et de temps de jeu, parce que ces gars-là, ils ont quand même une grosse confiance. Donc après, la grande question, de nouveau, et là on parle que de la défense, c'est comment ils vont réagir en fonction d'une équipe qui est censée avoir un plus gros volume de jeu, une plus grosse force de frappe, une plus grande vitesse d'exécution. Comment ils vont s'adapter? Alors ils ont du talent, c'est sûr, mais est-ce qu'ils ont autant de talent à ce niveau-là? Ça c'est purement technique, et après il faut voir l'aspect encore émotionnel, et puis la situation. Et puis faut pas oublier une autre chose, c'est que c'est vrai, Chaux-de-Fonds surfe sur une euphorie. Donc ça veut dire que souvent, tu es à plus de 100% quand tu es dans l'euphorie, et puis tu es en confiance, tout va bien. Après les attaquants, j'avoue, Laurent, tu pourras plus en parler parce que toi, je crois que tu les as vus jouer, tu as vu les matchs. Mais ce que je peux dire, c'est que même chose, très très gros premier bloc, mais après, du côté de Chaux-de-Fonds, mais après des Chvéry, des Carbis, des Fourères, c'est des bons joueurs. Chvéry, c'est un gars qui a joué en National League, c'est un gars qui a même été à l'étranger à un moment donné. Donc non, il y a de la profondeur. Souter, pareil, Kai Souter, c'est un gars qui a aussi joué au plus haut niveau. Et puis de l'autre côté, même cas de figure ce qu'on discutait la dernière fois, c'est-à-dire quel choix? Parce que déjà, il faut décider par rapport à tes étrangers. Alors on en avait un peu parlé, moi je pense que Hazen va être partant. Sur le fond, je pense quand même qu'il va mettre De Vos. Il va garder son premier bloc, De Vos, Hazen. Et puis derrière, Brennan va jouer. Et puis après, je pense qu'il y aura Gauthier. Ouais, Gauthier. Moi, ce que j'avais noté, c'est sans doute Gauthier avec Boson et Tiaroni pour mettre de l'expérience et deux blocs quand même offensifs. Et Asselin va faire les frais. Vuyamo, Frossard de Runks. Puis Bakos aussi, Asselin Bakos. Ou Arnold. Et puis non, Vuyamo, Frossard de Runks, et puis Maka, Romanengui et Arnold pour avoir une quatrième ligne qui a l'habitude de jouer défensif. Mais par rapport à ça, si tu regardes le line-up
de Chaux-de-Fonds, le fait qu'il y ait 2 étrangers qui rentrent, on va pas bouger Holden avec Ackermann et puis Anderson. Non. Donc là, il n'y a qu'un seul étranger. Après, il y a Wilkins qui joue sur le deuxième trio qui est étranger, avec Ferrière, qui est au centre. Là, il va faire rentrer les 2 étrangers, Topping qui est canadien et Bergson. Donc tu auras une ligne d'étrangers sur le deuxième bloc. Puis après, ça va te faire un privé Carbis, hein, c'est juste des suppositions, mais Petrini et puis Rueger, Suter, Schwery par exemple, l'opère en 13 ou Führer. À l'offensive, ça se rivalise. Et surtout, ce qu'on avait dit aussi, c'est que c'est une équipe qui est grande. Physique. Notamment le premier bloc. Ouais. Donc attention à ça. Le seul regret pour Chaux-de-Fonds, c'est l'absence de Berton. J'y viens parce que Berton, il a l'habitude. On va rappeler ça aux fans lausannois, mais la ligne qui avait été très impressionnante dans la promotion-relégation contre Langnau, c'était Berton, Osburger et Antonietti. Et Berton, il avait été exceptionnel, notamment lors de cette série. Et là, le fait d'avoir Berton blessé, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu rééquilibrer, puis d'avoir un centre avec beaucoup d'expérience qui aurait pu amener justement aux plus jeunes joueurs de l'équipe cette expérience de promotion. On a eu vos comparaisons poste par poste pour toutes les formations, d'ailleurs pour toutes les séries, mais il y a une comparaison que vous n'avez pas faite. Et là, je reviens, je suis un petit peu la bafouille que nous a envoyé Monsieur Wyss. Et là, il dit justement concernant les coaching staff, à qui l'avantage? Louis Matt, expérimenté en tant qu'entraîneur désormais, mais surtout en tant qu'entraîneur assistant, ou un emblématique Julien Vauclair? Côté entraîneur, selon moi, avantage à Louis Matt. Alors déjà, coaching staff du côté d'Ajoie, ils sont plus nombreux. Si tu prends par exemple les coachs défensifs, et puis même y a Vauclair, il y a j'ai un blanc maintenant. L'ancien joueur de finlandais, ouais. Numelin, et puis il y avait encore le troisième Zanata. Donc ça, Ivano, Zanata. Grosse expérience avec Zanata, la Russie. Non, mais c'est pour ça. Oui. Il a signé aussi avec l'équipe nationale française comme assistant pour les championnats du monde. Aussi. Ah ouais, c'est ça. Il va être avec Boson. Il remplace René Matt. Oui, avantage, c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Je dirais que juste si on prend les head coach, avantage à quand même à Louis Matt par rapport à son expérience. Ouais. Parce que vous avez vu avec qui il a travaillé. L'expérience, c'est le nombre de matchs que vous allez vivre dans votre vie. Un coach, tu le juges aussi sur sa capacité à réagir le plus vite possible par rapport à ce qui se passe pendant les matchs, sa capacité en tant qu'entraîneur à mettre sa formation dans les meilleures dispositions au niveau tactique et sa capacité à gérer son groupe individuellement sous stress. Donc je dirais qu'avantage par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, parce que quand vous êtes joueur, vous êtes dans la consommation. C'est autre chose. On en parle en rigolant, mais cette année je joue, je viens, je pose mon sac et après l'entraînement, quand je rentre, j'analyse un peu ce qu'on a fait, c'était bien, c'était pas bien selon moi, et puis voilà, et j'ai rien à réfléchir. Donc t'es pas dans l'analyse. Donc du coup, ta carrière de joueur, elle te sert évidemment un petit peu, mais c'est surtout ta carrière d'entraîneur et ce que tu vas vivre au quotidien qui vont faire que tu vas progresser et comment tu vas te comporter en fait. Et là c'est quand même avantage à Louis Matt. Maintenant il a head coach toute l'année en Swiss League, il connaît bien la National League. Je pense qu'il y a aussi son frère qui a dû lui donner deux, trois petits tuyaux donc sur les dernières nouveautés. Donc moi je dirais quand même avantage à Matt par rapport à son expérience. Ouais, ça va être intéressant parce que effectivement, coacher sous stress, et quand je dis stress, si tu perds le premier match, le coaching staff, ils dorment pas la première nuit. Ils refont le match 50 fois. Je reviens à mon carton, à mon casque de plomb. Vauclair a une pression immense. C'est ça. Parce que en plus, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu d'être là à ce moment-là. On a en plus fait des décisions fortes, on a licencié des gens, on a pris les responsabilités, on s'est mis en place à la place des entraîneurs. Donc maintenant, il ne faut pas que tu te plantes parce que, comme je l'ai dit, si tu t'es relégué, ça va aller pendant plusieurs années, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça.
Voilà, on a fait le tour des 6 formations encore en lice au niveau, enfin les 5 formations de National League et de la formation de Swiss League encore en lice pour cette fin de championnat. Vous regardez l'heure, bah oui, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti, Laurent Perroton. Mais je voudrais quand même dire un mot sur la Mayo Hockey League. Ouais, exactement. On va parler Martigny-Thun. Jeudi, demain. Demain. Acte 5. Donc 2 victoires à domicile, 2 victoires pour les 2 équipes donc à domicile en saison régulière, 2 victoires en play-off à domicile pour donc le match 5. On espère que Martigny arrive à faire la différence. Retour de Théo Samali qui avait joué toute la saison pour des raisons professionnelles, un peu de recul avec Sion, qui revient avec la ligne avec Merola et Delesser, 4e bloc. Très important. Attention à cette ligne-là, et on se souvient que le match 4 qui avait fait la différence, notamment sur le goal vainqueur, c'était Samali qui avait pris le puck à Abreu et qui avait réussi à nous amener au match 5. Donc il est très important dans ces moments-là. Top scorer, 17 points en play-off, Romain Sédou. Le deuxième, c'est Fabien Boss de Thun, il a 10 points. Linus, tu vas te calmer là. Linus Sédou, tu vas te calmer. Après, les powerplay, les boxplay, on parle beaucoup de ça, mais c'est quand même 26-67 et 89,66, c'est excellent du côté de Martigny. Et à Thun, c'est 14-29 et 77,14. Donc, si Martigny est discipliné, Samy, si tu nous écoutes, réponds pas aux provocations. Je pense que continue de marquer, prends pas de pénalité. S'ils arrivent à pas prendre de pénalité, ils sont quand même supérieurs. J'ai regardé le top 4 en défense, c'est tous des joueurs qui pourraient jouer en Swiss League. Quand vous voyez le 4e bloc, Samali, Merola et Delesser, ça vous montre la profondeur. Il y a quand même des Rémi Riemann, des Lee Robert, des Gaillan, des Lefel. Enfin, c'est vraiment très fort. Riemann qui n'est pas certain de vouloir repartir en Swiss League, en parenthèse. J'ai lu ça. Mais Rémi, il a un travail très physique. Il se lève très tôt le matin avec. Il travaille à la poste, hein. Et du coup c'est très très compliqué d'avoir une vie de professionnel en ayant une vie comme ça, une hygiène de vie qui est particulière en se levant aussi tôt le matin. Donc je peux comprendre après toutes ces années qu'ils soient fatigués, mais ils ont quand même en qualité et en expérience une équipe pour gagner, et on va suivre ce match du coin de l'œil, parce que nous on sera à l'aimant bleu avec le premier match de Bienne contre Zurich. Donc du coup on va suivre ça, mais on espère vraiment, comme on l'a dit, un titre en My Hockey League roman, un titre en Swiss League roman. On espère un titre en National League. Ce serait le carton roman. Et puis là, on attend avec impatience, si ça arrive, un article de Klaus Zog. C'est clair. Qui sera aussi bien, on l'espère, c'est un peu compliqué ces temps-ci à cause des playoffs, mais qui est déjà prévu parmi les invités du premier bloc. Mais si on va en rester là, hein. Un petit rap de Klaus Zog. Ça pourrait être pas mal officiellement. J'allais dire Klaus Zog qui doit être sacrément soulagé que Langnau soit maintenu en National League. Mais il ne le dira pas, mais il le pense très fort. Bien sûr, on l'entend. Voilà, on va en rester là aussi d'ailleurs. On va en rester là, messieurs. Merci d'avoir participé encore une fois à ce premier bloc. Je vous le répète, hein, le hockey sur glace c'est bien, le hockey sur place c'est mieux. Alors, que faire ce soir? Il y a des matchs de U20 élite et top. C'est l'occasion d'aller. C'est la plus haute catégorie en jeu ce soir. Allez-y. Pourquoi pas, hein? Voilà. C'est peut-être un peu loin de la Suisse romande, mais c'est pas mal. Mais U20 top, vous êtes sûr? C'est VH qui a gagné? C'est juste alors U20 élite. Voilà. C'est la finale. Voilà, c'est la finale. Je crois que c'est Grassop dans sa Getseka contre Lugano, je crois. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu que les U10. Il faudra se dépêcher d'y aller. En fait. Les U17 de Bienne sont qualifiés pour la finale. C'est le final fort. Je voulais dire U17 et non pas U20 top. Voilà. Et Siat Tabian que ça. Juste une petite précision sur Planet Hockey Center sur YouTube. On m'avait dit, on sait une nouvelle là, ça va. Ouais, on va. Vu que c'est compliqué parfois aussi de nous capter en direct à la radio. En fait, on ne le cache pas, de temps en temps cette émission. Enfin, elle est régulièrement même préenregistrée. Donc du coup, ce que l'on va faire à l'avenir, c'est que on la mettra déjà en ligne parfois avant sa diffusion radio. On va un petit peu inverser la problématique selon l'heure ou de direct ou d'enregistrement de cette émission. Comme ça, vous serez encore beaucoup plus dans l'actualité, parce que certains nous ont dit oui, c'est bien d'écouter cette émission, mais on connaît déjà certains résultats, et c'est vrai, mais aussi c'est aussi la preuve qu'on ne triche pas, puisque on ne prend pas connaissance des équipes avant les matchs. Il y a plein d'informations qu'on pourrait déjà avoir en notre possession. Voilà, exactement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, messieurs. Allez-y. Le hockey, vive le hockey roman. Voilà, et puis on va se faire plaisir encore une
une fois pour terminer cette émission. Moi j'ai envie de dire vive Laurent Perroton, le nouveau rappeur à la mode de Planète Hockey la radio. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bye bye. Et à très bientôt. Yo les bros du hockey. Bienvenue à vous, cher auditoire. Vous allez ce soir écouter une petite histoire. Petit rap dédicace que j'ai mis en chanson. Simple et efficace, vous pouvez monter le son. C'est parti les gars. C'est la 50e de notre belle émission. Alors au premier bloc, je dis félicitations. Le hockey, on le vit et l'explique avec passion. L'animation du carreau Ponty et Perroton. Accueillir, échanger avec nos consultants. Lefebvre et Ngoy qui viennent de temps en temps. Avis, insight et révélation choc. L'info juste et détaillée, ça se passe au premier bloc. L'analyse se poursuit aussi sur l'aimant bleu. Avec Ulrich et Rivera, on fait honneur au jeu. Bonne ambiance, bonne équipe, travail sérieux dans le fair play. Viens vivre avec nous le dimanche soir la fièvre du hockey. Lundi, mercredi et vendredi, tu nous écoutes. De chez toi, du travail, en voiture, sur la route. Les personnalités, les questions d'auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre moteur. Mettre en lumière une personne dans notre éditorial. Parler d'une carrière ou de quelqu'un de banal. Il y a un classement, une consécration, il s'agit du casque d'or et du casque de plomb. Mais alors qui sont ces vainqueurs, ces têtes de champions qui font l'infamie et la fierté de nos discussions? Je ne voudrais pas que l'on pense que je fais de la provoque, mais je dois vous parler de certains personnages loufoques. Mon premier a usurpé une autre identité, enfumé et méché, il bégaye le hockey. Imposteur devenu malgré lui un postard, je te parle du pompiste appelé Steve Huard. Mon second a plusieurs personnalités, la cosmétique est sa principale spécialité. Agent secret, agent double, il s'ajuste, tu l'auras reconnu, il s'agit de John Foust. Mon troisième croit être parole d'évangile d'un forum, s'imaginant avoir les connaissances de certains hommes. Louis XIV, proche du CA et bouffon légendaire, pour une saucisse de veau, un maillot, une place dans le vestiaire. Enfin, à toi qui devrais passer dans une centrale d'optique pour voir plus clair dans tes décisions de juge unique, n'hésite pas à te faire conseiller une bonne paire de lunettes afin d'analyser le jeu pour une vision plus nette. On a vécu une saison régulière trépidante, des hauts et des bas, des 5 équipes romandes. Bravo à Genève qui a fini premier, spectaculaire Arctic ANN ailier gaucher. HCBN, deuxième place à la dernière journée, équipe magnifique à voir dans sa créativité. 7e place pour Fribourg qui était éliminé, play-off raté mais Dubé qui reste bien sapé. Lausanne 11e est déjà en vacances, j'en parle pas plus que ça, il n'y a pas une bonne ambiance. Avec Pézanne, Ajoie avait le bonnet d'âne, aux côtés de Vauclair, l'équipe a retrouvé la banane. Un grand merci à notre ami Philippe Knobulaire de nous accueillir ici à bras ouverts. D'ailleurs, si tu cherches un bel endroit de restauration, viens à Tête de Course qui se trouve à Nyon. Tout est possible aujourd'hui grâce à Philippe Ducarreau, reconnaissable à son bombers vert et violet dans le dos. Remerciement sincère à une personne intelligente, échange, respect dans une relation inspirante. Ce premier rap n'était pas un exercice facile. D'avance, pardonnez-moi mon drôle de style. Mais j'ai à cœur dans ce texte, dans cette production, d'accorder l'humour à la liberté d'expression. En conclusion, passez un bon moment, être détendu. Écoute notre émission, tu es le bienvenu. Fou rire, assuré et anecdote en stock. On te donne rendez-vous sur le premier bloc.